Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Franck Decloquement. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis donc Franck Decloquement, je suis le co-auteur du petit traité d'attaque subversive contre les entreprises qui était sorti en 2010 et qui faisait un peu l'étalage de toutes les techniques offensives que l'entreprise peut avoir à subir. Je suis par ailleurs responsable de l'intelligence économique auprès du CEO d'une société d'intelligence économique internationale qui travaille effectivement sur les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la cyberprotection et puis évidemment de la protection des expatriés. Pour un groupe qui est implanté en fait sur plusieurs continents, à commencer par l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et bien évidemment le continent européen. Bon, c'est un beau programme. Voilà. Alors, petit traité d'attaque subversive. Qu'est-ce qu'une attaque subversive? Une attaque subversive, c'est une attaque de nature non conventionnelle, c'est-à-dire par des moyens détournés, qui ne sont absolument pas des moyens habituels de, offensifs habituels, c'est-à-dire frontaux. Ce sont plutôt des moyens détournés, des moyens subversifs, c'est-à-dire insidieux. D'accord. Et alors justement, quel type d'attaque rentre dans la catégorie des moyens conventionnels et quel type d'attaque concrètement qu'on voit bien les choses? Les moyens conventionnels, ça peut être la polémique de front, ça peut être effectivement la sortie d'un dossier incriminant sur des choses qui peuvent être effectivement concrètes, scientifiques, prouvées. Le subversif, c'est autre chose. C'est une attaque de nature informationnelle, de nature diverses et finalement un peu floues, puisqu'elles sont généralement menées par des gens qui sont spécialistes ou activistes ou environnementalistes ou des pros quelque chose en termes de gestion d'opportunités et qui permettent effectivement de contrer une entreprise, de contrer une société, de contrer éventuellement, pourquoi pas un politique, sur un terrain de biais. Et de manière détournée, de biais. En fait, c'est le coup du billard à 2 ou 3 bandes. C'est tout à fait ça. On s'appuie sur une association, par exemple, en 1901, qui va elle-même donner l'information à une autre association qui finalement va attaquer la cible. Tout à fait. Et alors donc vous êtes, on va dire, dans la partie blanche, c'est-à-dire que vous aidez les entreprises à se protéger contre des attaques subversives. Comment on fait pour les repérer? Parce qu'on vient de dire que c'était un coup à plusieurs bandes, un coup de pierre à plusieurs bandes. Donc c'est difficile de remonter la chaîne. Alors il y a l'expérience évidemment qui compte, puisque évidemment on entraîne plusieurs. On imagine. Voilà, l'expérience compte aussi. L'expérience ne fait pas tout. À un moment il y a le principe de la veille, évidemment de la veille stratégique qui permet de savoir effectivement quel est l'environnement, ce qu'on appelle une veille d'environnement, de manière à remonter des informations qui peuvent nous paraître être saillantes dès lors que, par exemple, une société souhaite implanter une usine, un dispositif industriel, quelque part sur une zone géographique précise. Sur cette zone géographique, il y a parfois eu d'autres attaques de cette nature, parce qu'effectivement, quand on remonte dans le temps, on se rend compte que des associations locales, des mouvements locaux, des personnes qui sont effectivement impliquées dans la protection du bien vivre ensemble, peuvent effectivement tout d'un coup se coaliser et puis donner du fil à retordre à l'implantation d'un projet qui parfois est tout à fait viable sur le plan économique et parfaitement réalisé sur le plan écologique avec une architecture adaptée. Donc ces gens-là, on peut effectivement les repérer sur une cartographie d'acteurs, tout simplement par une veille sociétale, une veille d'environnement pure et simple au départ. C'est comme ça que les choses peuvent remonter. Alors si je comprends bien, donc on va travailler pour une entreprise qui veut s'implanter, c'est un cas de figure. C'est un cas de figure. Il y a des associations qui s'élèvent contre. On va étudier qui sont les membres de ces associations, et éventuellement comment elles se nourrissent en information pour essayer justement de remonter les différentes bandes du coup de billard. Tout à fait. Alors, ça prend du temps. On imagine que oui, c'est un travail de fond, de fourmi. C'est un travail de fond, un travail de fourmi. On va prendre les deux expressions qui sont tout à fait justes. C'est un travail de fourmi, un travail parfois de titan, sauf effectivement quand on arrive dans une situation de crise, c'est-à-dire qu'on est appelé au dernier moment. Ce qui vous arrive aussi? Ça arrive également. Une situation de crise, c'est-à-dire que la personne qui prend contact avec nous, qui représente en fait le groupe en question, n'a pas préempté du tout le coup. Alors évidemment, on a ce qu'on appelle une phase de retard par rapport à cela. Et il faut effectivement beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de connaissances, beaucoup d'à-propos pour essayer de détourner et de reprendre la main sur le timing, qui généralement est toujours un timing qui nous pousserait à faire plutôt du réactif, alors qu'il ne faut surtout pas se laisser emporter par le réactif. Il faut essayer de rebattre les cartes et de pouvoir un peu contrer cette attaque, puisqu'elle est de nature subversive. Elle est donc amenée à défaire, en général, celui qui défend, le défenseur, puisque prime est à l'attaquant. Donc l'attaquant a toujours ce dispositif qui le met en
avant et lui donne l'avantage immédiatement. Ce qu'on appelle le tempo aux échecs. Tout à fait, c'est exactement ça. Exactement. Donc il faut pouvoir biaiser ce tempo et il faut pouvoir effectivement répondre de manière créative, d'où l'intérêt de la veille, c'est de savoir effectivement quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir sur ces groupes, sur les personnes, parce que des fois il ne s'agit pas simplement que d'un seul groupe, il peut y avoir plusieurs groupes coalisés, un petit peu comme l'art opératif au niveau guerrier, c'est-à-dire que vous menez plusieurs fronts et ces fronts sont censés défaire l'adversaire. C'est ce que font parfois certaines associations de manière très ingénieuse. Donc il faut prendre leçon également de l'adversaire et se mettre à sa place. Je joue le rôle du Candide. Hein. Oui. Ça arrive souvent que des associations se fassent instrumentaliser par des tiers. Alors, Alain Juillet disait il y a quelques années qu'effectivement, les associations... On peut peut-être rappeler qui est Alain Juillet. Tout à fait, c'était l'ancien haut responsable à l'intelligence économique qui s'occupe actuellement du CDSE, donc une association spécialisée effectivement pour les directeurs de sécurité de grandes entreprises. Bon, quelqu'un qui est effectivement très connu, qui fait autorité dans ce domaine, donc les chiffres... Qui est passé d'ailleurs. Tout à fait. Quelqu'un qui fait autorité dans ce domaine et qui nous a apporté cette information que l'on a pu nous également vérifier par ailleurs. Grosso modo, au bout d'un certain nombre d'années, on va dire 4 à 5 ans, les associations sont, je ne vais pas dire infiltrées, parce que le terme n'est pas juste et est un petit peu forcé, mais grosso modo influencées de l'intérieur à hauteur de 70%. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui fait que les rapports qui sont les siens avec une influence extérieure sont de toute façon prégnants. Il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est totalement effrayant. Vous voulez dire que 70% des associations, alors on va dire d'une certaine envergure, voilà. C'est pas l'association de philatélie qui compte 5 personnes. Tout à fait. Ouais. Non, on parle d'associations précisément, des associations qui peuvent effectivement porter préjudice au monde de l'entreprise puisqu'elles protègent des valeurs. Ce ne sont pas des choses qui sont automatiquement concrètes, mais c'est parfois de la valeur. Donc c'est l'humanitaire, c'est l'environnement, c'est les droits de l'homme. Exactement, c'est tout ça. Exactement. Et donc 70% des associations d'une certaine taille dans ces domaines-là pourraient être potentiellement infiltrées ou orientées ou instrumentalisées. Coup par coup, parfois. C'est-à-dire qu'elles le sont à un moment donné, et puis effectivement, les personnes qui orientent ou qui tentent de l'instrumentaliser ensuite se retirent dès lors qu'elles ont obtenu un résultat positif pour elles. C'est à désespérer du genre humain, ça. Écoutez, je pense que c'est très humain, au contraire. D'accord. Alors, regardez, je vais me faire l'avocat du diable. Je suis patron, j'imagine, que je suis patron d'une assoce. Comment je peux faire pour défendre mon assoce de toute instrumentalisation? Alors simple, il suffit simplement de savoir d'où viennent les membres de l'association, qui sont les personnes, de poser quelques questions intelligemment, et puis de connaître les motivations de chacun, et de voir effectivement par rapport au but défendu initiaux, quelle est la dérive et quelles sont les cibles éventuellement que peuvent prendre directement les gens dès lors qu'on leur donne une thématique, par exemple. En supposant effectivement, en reprenant cet exemple de l'implantation industrielle, il se peut que l'association soit complètement dans son rôle de défendre effectivement l'environnement et les riverains. Il se peut aussi que tout d'un coup ça dévie vers autre chose, quelque chose qui donne le sentiment d'une forme de réaction un peu trop rapide où le forcing est de toute façon notable. Donc on peut se poser la question, est-ce que véritablement c'est dû à l'engouement de la personne ou des personnes coalisées, ou est-ce que c'est quelque chose qui en définitive fait partie véritablement des buts de l'association, qui est de défendre et de contrer pour faire passer son point de vue, éventuellement goûter en touche le projet qui ne leur convient pas, dans le cas présent. C'est pas propre à la France, j'imagine? Non, bien sûr que non. Partout pareil. Bien sûr que non, oui, tout à fait. Ça se passe dans les pays anglo-saxons, ça se passe dans d'autres pays. Vous avez effectivement des exemples un petit peu tarte à la crème. Par exemple, quand Airbus a voulu homologuer l'avion, qui était le gros porteur que l'on connaît, avec le succès que l'on connaît. Beaucoup d'associations environnementalistes, en particulier ceux qui s'intéressent aux petites grenouilles, vous savez, en bout de piste, se sont toujours dit, tiens, on ne peut pas allonger la piste pour l'atterrissage de ce gros porteur parce que vous avez tout d'un coup une biodiversité qui va être complètement détruite le cas échéant. Ce qui peut être vrai. Alors cette biodiversité est parfois aussi utilisée à dessein pour faire valoir le droit à ces petits batraciens d'exister sans qu'on puisse effectivement allonger les pistes d'avion et donc contrecarrer Airbus.
quand on regarde un petit peu l'affaire, on peut évidemment préempter le fait que c'est peut-être le concurrent historique d'Airbus qui peut instrumentaliser en l'occurrence l'association en question. Alors c'est très compliqué, d'autant plus que moi je suis un fervent défenseur de ce type d'association environnementaliste, comme vous dites. Et en même temps, j'ai un œil très très acerbe aussi sur tout ce qui est attaque subversive. Donc on s'aperçoit qu'en fait c'est très compliqué de démêler les chevaux de la réalité. Voilà. Une dernière question, Franck. Dans les grandes lignes, quand on fait appel à vos services ou à des services de structures comme la vôtre pour justement lutter contre des attaques subversives, ça coûte combien ? Alors je ne demande pas un chiffre à un centime près, mais c'est quelle ordre de grandeur ? L'ordre de grandeur est très variable, ça peut être simple, puisqu'effectivement la créativité fait que parfois on peut trouver une solution simple pour empêcher les gens d'agir au sens du client que nous soutenons. Et il se peut qu'effectivement la lutte soit parfois perdue d'avance, puisque quand on arrive au milieu du gué, il se peut que les carottes soient cuites, si j'ose dire. Donc la cotation de la prestation peut effectivement varier. Je ne pourrais pas donner de chiffre exact, et puis ça reste de toute façon confidentiel, mais peut varier effectivement du simple au quadruple, très facilement. Sachant qu'effectivement, parfois, un simple mouvement, une simple communication, une simple prise de parole permet aux dirigeants de mettre fin directement à la polémique, tout simplement. Très bien. Franck, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci.